Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce webinaire. On va utiliser cette heure tous ensemble pour pouvoir présenter les résultats d'une enquête que l'on appelle Recover, réalisée par IPA, Innovations for Poverty Action. L'objectif de cette étude a été d'informer les politiques de santé, de société, sociale et économique sur la COVID-19 en Afrique de l'Ouest, et donc là plus particulièrement au Burkina et en Côte d'Ivoire. Avant de commencer, juste peut-être quelques petits points. Donc, la première chose, c'est que ce webinaire est enregistré et donc, par conséquent, nous partagerons le lien pour la vidéo à la suite du webinaire, ainsi que la présentation et donc les résultats. Une deuxième chose, vous trouverez en bas de votre écran un petit bouton Q&A qui vous permet de poser des questions. Et donc, pendant le webinaire, mes collègues et moi-même allons pouvoir répondre à certaines de ces questions directement à l'écrit, et d'autres, on répondra à la fin de la session, selon le temps qui nous reste, à l'oral. Voilà. Donc, je vais vous présenter les différentes personnes qui vont participer et qui vont intervenir aujourd'hui, et ensuite on pourra lancer le webinaire. Donc, on va entendre 6 personnes plus particulièrement. Andreas Oesinger, qui est donc le directeur pays de IPA, Innovations for Poverty Action en Afrique de l'Ouest, et qui va nous présenter les résultats de l'enquête en Côte d'Ivoire. Cyril Yanega, qui est le sous-directeur des études et des analyses statistiques de la Direction générale de l'emploi au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en Côte d'Ivoire, qui va, lui, pouvoir présenter quelques commentaires et des informations et des ressentis aussi vis-à-vis de ces résultats en Côte d'Ivoire. On aura Annie Duflo, la directrice exécutive de IPA, qui va faire une petite introduction sur IPA et aussi sur ce qu'est Recover en dehors de juste les résultats en Côte d'Ivoire et Burkina, mais de manière générale, et donc l'appui de IPA vis-à-vis de la lutte contre la COVID-19. On aura aussi Achille Mignondo Chibozo, qui est responsable des projets de recherche au Burkina Faso pour IPA et qui va lui présenter les résultats du Burkina Faso. Claire Zanusso, qui est la responsable de l'équipe évaluation d'impact et data de l'Agence française de développement, qui va aussi, elle, pouvoir donner ses analyses et ses commentaires sur ces résultats et ce que ça peut vouloir dire pour l'AFD dans le futur et comment ça peut être utilisé. Et donc, moi-même, Arthur Sagou-Duvorou, qui suis le responsable de développement de projet et de plaidoyer pour IPA en Afrique de l'Ouest francophone, et qui va surtout servir de modérateur pour aujourd'hui. Donc voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus. Je vais passer la parole à Annie Duflo, qui va pouvoir présenter IPA et Recover. Merci Arthur. Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Je voudrais donc d'abord vous présenter IPA en quelques mots, Innovations for Poverty Action. Nous sommes une organisation de recherche qui travaille sur les problèmes liés à la pauvreté dans 22 pays, dont le Burkina et Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous évaluons l'impact de programmes variés et nous testons des solutions innovantes dans le but d'aider les décideurs à investir dans les politiques et les programmes les plus efficaces. Et tout au long de ce processus, nous appuyons nos partenaires dans l'utilisation de données probantes, d'évidence, pour la prise de décision. Et la manière dont nous travaillons, c'est en partenariat avec des chercheurs, des centaines de chercheurs d'universités diverses et variées, et par ailleurs des centaines de partenaires gouvernementaux ou non gouvernementaux aussi. Et l'année dernière, quand Covid a commencé, on peut changer de slide. Quand Covid a commencé, nous avons rapidement mis en place l'initiative Recover, recherche pour des réponses efficaces sur la Covid-19. Et en particulier, un des éléments principaux de cette initiative, c'était une enquête par panel dans 10 pays dont nous entendrons parler aujourd'hui. Et le but de cette enquête par panel, c'était d'informer directement et rapidement
nos partenaires gouvernementaux sur les ramifications sanitaires, économiques et sociales de la pandémie. Par ailleurs, nous avons aussi développé plus de 60 études liées à la crise du Covid pour servir de base à la conception de nouveaux programmes visant à atténuer les impacts de la crise sur la santé, les moyens de subsistance ou l'apprentissage. Par exemple, nous avons évalué ou nous sommes en train d'évaluer l'impact de cash transfer programs ou l'impact d'approches pour encourager les gens à porter les masques ou l'impact d'interventions d'éducation pour aider les enseignants à enseigner à distance. Nous avons aussi créé un site qui centralise la recherche et les recommandations politiques liées à la crise de Covid. Et le but, c'est aussi d'informer les parties prenantes mondiales sur l'importance d'investir dans les réponses économiques, en particulier dans les pays du Sud. Et pendant tout ce processus, nous collaborons avec des dizaines de gouvernements et autres organisations pour partager des informations, des données, des ressources, afin d'orienter les décideurs sur les approches fondées sur des preuves et l'évidence. Voilà, et je vais donner la parole à Andreas pour vous présenter les résultats de Recover en Côte d'Ivoire. Merci encore d'être là. Merci beaucoup, Annie, pour ces mots d'introduction. J'ai le plaisir de commencer alors avec la présentation sur les résultats, avec quelques points clés sur l'impact socio-économique de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Donc, tout au début, j'aimerais bien quand même commencer par féliciter l'équipe IPA qui a travaillé au Burkina et en Côte d'Ivoire particulièrement, mais aussi au siège, de faire en sorte que même dans une période de pandémie globale, nous avons des données fiables pour informer les politiques et réponses à la COVID. Après la première ronde, du coup, vous voyez ici sur le slide, avec 1300 répondants, il y a presque un an, au début de la pandémie, nous avons effectué une deuxième en octobre, est une étude qualitative tout à la fin de l'année 2020. Vous pouvez voir ici le profil moyen des répondants, qui est un peu plus masculin et plus vieux que le ou la citoyenne moyenne en Côte d'Ivoire. Voici, je présente aussi une vue globale sur la chronologie des événements. Donc, nous avons commencé la première, comme j'ai dit, de la série des enquêtes juste après les établissements d'enseignement réouverts et la deuxième juste avant l'élection présidentielle. Vous êtes familier des mesures et restrictions globales. Je voudrais juste vous en rappeler pour contextualiser les données que nous allons présenter maintenant. Si jamais vous avez des questions aussi à la fin sur les définitions de l'enquête en ce qui concerne les terminologies de pauvres et non pauvres, des enfants d'âge scolaire, des secteurs d'emploi que nous avons utilisés, ou bien vous voulez plus d'informations sur l'intervalle de confiance, n'hésitez surtout pas à poser les questions dans le chat. On va répondre au fur et à mesure ou bien à la fin. Donc, commençons avec le premier des 4 secteurs sur la santé. Ici, j'aimerais bien diriger votre attention sur 2 points clés. Premièrement, les perceptions du risque et la peur de la COVID-19 étaient généralement constantes d'une phase à l'autre et restent à moins de 50% même au début de la pandémie ici. Donc, deuxièmement aussi, parmi les personnes interrogées qui ne se sentent pas menacées par la COVID-19, 77% affirment que c'est parce qu'elles suivent des mesures de protection. Et le vaccin, évidemment, on a déjà commencé ici. En octobre, il y avait aussi 77% des répondants qui ont indiqué qu'ils prendraient le vaccin COVID-19 contre la COVID-19. Et la proportion de répondants qui se feraient vacciner ne varie pas de manière significative selon le statut de pauvreté. Pour plus de continuité et de cohérence dans la compréhension de l'impact à moyen terme, il serait important d'avoir plus de données, surtout que maintenant, nous entrons dans une phase différente de la pandémie avec les premiers vaccins étant arrivés dans le pays il y a quelques semaines déjà. Mais voilà, je laisserai ça peut-être à la discussion qui suivra. Un dernier point sur la santé et la question des vaccins aussi, vu les informations qu'on a reçues du Malawi où des doses de vaccins périmés ont été brûlées la semaine dernière.
nous voulions savoir la confiance sur et les sources d'informations pour les répondants en ce qui concerne le vaccin. Et ici, on voit très bien qu'un tiers des personnes interrogées font le plus confiance aux médecins et aux autres personnels de santé pour les informations sur le vaccin. Et donc, je laisse peut-être ces chiffres une seconde pour voir et réfléchir aussi sur les autres données que vous pouvez voir. D'accord. Dans la deuxième partie, nous allons rappeler quelques idées sur la sécurité alimentaire et financière. Et vous voyez ici que les données nous aident à concevoir une politique multidimensionnelle face à la COVID-19. Donc, on constate surtout des effets économiques. Donc, l'accès à la nourriture et les prix du marché sont liés aux revenus et ainsi aux baisses de pouvoir d'achat. Et on a 4 éléments sont ressortis de l'enquête comme étant les principaux obstacles à l'achat de la nourriture et à l'accès à un régime alimentaire sain et suffisant. Donc, je vais peut-être juste mentionner que voilà, 54% indiquent la baisse du revenu comme le principal obstacle à l'achat. Et ça sera intéressant de voir aussi dans une section qu'on va présenter plus tard sur l'emploi. Je passe au prochain slide. Néanmoins, la proportion de répondants qui citent des obstacles spécifiques pour accéder à des quantités suffisantes de nourriture a diminué entre le premier et le deuxième tour. Donc, pour chacun des 3 obstacles identifiés que vous voyez ici, nous avons constaté une diminution moyenne de 10% entre l'enquête du premier siècle en été et notre suivi 4 mois plus tard. Malgré cela, c'est important de surveiller les tendances maintenant aussi. Dernièrement, vous voyez ici des graphes importants sur l'achat des aliments. Et 13% des adultes déclarent avoir limité leur portion à cause de l'impossibilité d'acheter de la nourriture pour tous les 7 jours au cours de la semaine précédente, contre 9% des moins de 18 ans. La majorité, comme vous voyez ici, n'a pas eu à limiter ses portions au cours de la semaine précédente, mais je trouve que ceci reste un point intéressant pour notre discussion plus tard en ce qui concerne la COVID-19 et l'effet sur les inégalités. Continuons avec quelques données principales sur l'éducation. Et vous voyez ici que seuls 25% des élèves du lycée ont déclaré avoir réussi leur examen. Ce qui est assez intéressant, c'est aussi la proportion entre les élèves pauvres et non pauvres. Et j'aimerais bien passer un peu de temps sur l'usage des outils scolaires au lycée. Donc, les élèves du lycée utilisent pour la plupart leur propre manuel scolaire afin de poursuivre leur cursus. 38% des élèves déclarent qu'ils continueront à utiliser leur propre livre. Et ce qui reste important dans ces 2 graphes, ce sont en fait les chiffres assez intéressants sur la radio ou bien la télévision éducative officielle. Donc, je vous laisse aussi un moment pour absorber les informations qui vous intriguent le plus afin de pouvoir poser plus de questions dans le chat. Et juste pour comparer aussi les 2 tours, la proportion de répondants indiquant que les élèves en âge d'aller au lycée qui utiliseraient certains outils pour poursuivre leur éducation a diminué entre le premier et le deuxième tour de manière significative, comme vous voyez ici. Surtout dans cette section sur l'éducation et celle d'après sur l'activité économique, nous aimerions bien souligner la bonne co-création sur l'enquête avec nos partenaires de la communauté internationale, mais aussi et surtout avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et donc, je passe au statut du travail. Donc, 78% des chefs de famille ont déclaré d'avoir travaillé pendant la semaine où l'enquête a été réalisée. Et parmi eux, 60% ont déclaré de gagner moins. Le pourcentage le plus élevé que vous voyez ici, c'est 66% de ceux qui ont signalé une baisse de leurs revenus et celui des personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Donc, certains de ces résultats confirment ce que le public en général a prévu. Et vous voyez aussi dans le slide qui va venir qu'il est crucial d'utiliser
des preuves pour étayer nos hypothèses afin de réagir en fonction des données. Et vous voyez ici que pour les chefs de ménage de sexe masculin, nous avons constaté une plus haute probabilité de maintenir ou d'augmenter leurs revenus pendant cette phase de pandémie globale. Voici un exemple sur les heures travaillées, en gros. Donc, les chefs de famille, tant à Abidjan qu'en dehors, indiquent que des taux d'emploi similaires à ceux de février 2020. Et près de la moitié d'entre eux ou d'elles ont déclaré travailler les mêmes nombres d'heures. C'est pour montrer ici un peu aussi les données avec des variables de géographie. Et donc, je vois déjà une question dans le chat et pour déjà répondre un peu là-dessus, mais n'hésitez pas à poser plus de questions. Si nous n'avons pas montré la différence de géographie, de sexe, etc., c'est parce qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative. La dernière donnée, avant de passer la parole au monsieur le sous-directeur de la DGE, c'est l'impact sur l'emploi par secteur. Donc, en gros, vous voyez ici, bien que le niveau d'emploi ait diminué de manière similaire dans tous les secteurs, les services publics et privés restent le seul secteur où une majorité a maintenu le nombre d'heures de travail par rapport au mois de février 2020. Donc, peut-être, je laisse aussi quelques secondes parce que c'est un graphe assez complexe pour regarder, pour que vous puissiez poser des questions là-dessus. Et après, merci beaucoup et on passe la parole à Cyril Nialet. Merci beaucoup, Andreas. Voilà, comme Andreas l'a dit, on va maintenant passer la parole à Cyril Nialega qui travaille à la Direction générale de l'emploi du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, Cyril, peut-être juste si tu veux nous dire quelles sont, toi, tes impressions sur ces résultats. Est-ce qu'il y a des résultats qui vont en ligne avec ce que vous pensiez? Est-ce qu'il y a des résultats qui, par contre, sont très surprenants? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il y a certains de ces résultats qui vont vous permettre d'agir politiquement différemment? Ok, bonsoir à tous. Merci à tu de me passer la parole. Et bonsoir à tous les professeurs. En fait, j'ai suivi avec grand intérêt vraiment cette présentation. D'abord, au nom du DG Emploi, on va remercier encore IPA pour son appui pour le cas de ce travail qui concerne l'impact du Covid. En tout cas, cette collaboration nous permet d'avoir des données factuelles pour pouvoir en tout cas réagir sur l'effet de la pandémie sur l'économie ivoirienne. Au passage, salut tous les intervenants et tous ceux qui nous suivent via ce webinaire. Nous étions là il y a quelques mois pour regarder un peu les résultats du premier round qui nous a permis vraiment d'apprécier les effets de la crise immédiatement après la survenance du Covid-19. Alors, ce deuxième round qui a eu lieu en octobre, pratiquement lors de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, pratiquement 6 mois après le premier round, devrait nous permettre aussi d'avoir des informations aussi sur même l'effet même des mesures prises par l'État pour pouvoir remédier un peu au Covid-19. Et quand je regarde un peu ces résultats, je vois que bien que certains indicateurs aient eu quelques améliorations, on voit que les tendances sont quand même élevées concernant l'effet de la pandémie. D'abord, quand je regarde au niveau de la santé, je constate que très peu de populations font confiance aux médecins et préfèrent d'ailleurs se fier à la famille. Pratiquement 21%. Bon, à mon sens, c'est quand même des résultats assez alarmants, vu que, étant donné une crise sanitaire, les premières personnes recours devraient être effectivement les médecins qui sont vraiment, je vais dire, plus habilités à nous orienter sur les mesures à suivre. Mais là, on constate qu'au niveau de cette enquête, la population croit moins aux médecins et ça donne de plus en plus à la famille. Alors, cela m'intrigue parce que je me demande, est-ce que finalement, les vaccins qui commencent à être vulgarisés en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, est-ce que cela pourra être vraiment accepté par la population, vu que les populations ont tendance vraiment à nourrir cette inquiétude aussi ces effets secondaires des vaccins.
Alors, la seconde chose que je note aussi, c'est relativement à la sécurité alimentaire et à la résilience financière. Je vois aussi que nous avons encore des proportions assez élevées des personnes qui déclarent avoir subi des pénuries par rapport à leur alimentation, les baisses de revenus, le coût élevé de la nourriture et aussi la dégradation de la qualité de l'alimentation. Alors, ça aussi m'interroge aussi en fin de compte, comment est-ce que l'aide qui a été injectée par le gouvernement dès la suite de la crise a bien pu être orientée pour qu'on ait encore ces taux élevés de personnes encore qui semblent être encore sous l'effet de cette pandémie. Pour dire que les résultats sont quand même assez intéressants, nous amène à nous poser beaucoup de questions sur comment est-ce que vraiment orienter les actions pour vraiment répondre aux problèmes que subit la population face à cette pandémie. Et sur le plan d'éducation, je note également que c'est vrai qu'après la pandémie, l'une des mesures a été de fermer les écoles et de vraiment tester tout ce qui est formation à distance. Mais je vois que l'enquête révèle que la majorité des élèves ont dû travailler avec leur propre support académique. Pour dire que la fermeture de l'école ne s'est pas accompagnée avec éventuellement des soutiens logistiques pour aider aux apprenants, aux élèves, et notamment de pouvoir poursuivre adéquatement leur formation. Donc, du coup, on va dire qu'il risque d'avoir vraiment une certaine, entre guillemets, déformation, puisque si éventuellement la pandémie devait se pousser, quand on revenait à refermer les écoles, est-ce que vraiment tous les élèves seront à même de suivre correctement les cours? Et par rapport aux résultats, toujours, je note aussi concernant l'emploi, on note que, enfin, le résultat me permet de vous constater que bien que les gens aient toujours le même temps de travail, on sent que les revenus, l'enquête révèle que les revenus de 60% des répondants sont en baisse. Donc, en un mot, quand il passe un peu en revue quelques résultats, tu vois que c'est ça assez important pour nous qui va nous falloir en tout cas encore regarder bien pour pouvoir voir comment est-ce que orienter nos actions. Mais déjà, je rappelle qu'au niveau de la direction générale de l'emploi, nous pourrions faire cette année une enquête, l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel, et nous vraiment comptons intégrer tout un module pour pouvoir évaluer l'impact du Covid. Donc, du coup, nous pensons pouvoir éventuellement confirmer ces résultats via l'enquête. Donc, au passage, on doit remercier encore IPA pour ces résultats assez intéressants qui vraiment nous permettent vraiment d'avoir des informations sur l'impact du Covid. C'est vrai que ça fait par exemple presque un an que la crise, plus d'un an pendant que la crise s'est déclenchée. Et encore en octobre, la population était encore sous l'effet pratiquement de cette pandémie. Alors nous, ce que nous pourrions faire au niveau de la direction générale de l'emploi, c'est d'abord, avec bien sûr l'appui des IPA, voir comment est-ce que faire une large diffusion de ces résultats, vu que c'est quand même des résultats sectoriels qui concernent la santé, l'éducation et pas mal de structures. Nous, au niveau de l'emploi, nous allons regarder ce qui nous concerne spécifiquement pour voir comment agir, mais voir comment c'est avec IPA, vraiment lancer des diffusions élargies pour pouvoir que chaque secteur puisse vraiment s'imprégner de ces résultats et éventuellement définir ses actions. Mais ce qui est sûr déjà, c'est déjà une bonne base pour le diagnostic qui est en cours. Nous sommes en train de vraiment élaborer les nouveaux plans stratégiques 2021, notamment pour la PNE, Politique nationale de l'emploi, et aussi le PND qui est dirigé par le ministère du Plan. Je pense que ces résultats pourront alimenter le diagnostic qui se fait actuellement pour pouvoir mieux définir les actions pour que les effets du Covid puissent être pris en compte vraiment dans la définition des nouvelles stratégies qui vont commencer avec certainement à partir de l'année 2021-2022. Je tiens aussi par rapport à nos futures actions, c'est aussi voir nous aussi avec IPA, s'il est vraiment possible de pousser des études thématiques, notamment qui est sur un peu la perception des populations de la crise sanitaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, même quand tu sors, on a moins enfin, les mesures barrières sont de moins en moins appliquées. Et c'est ça le montre déjà que voilà, les populations ont tendance certainement disons, banaliser cette pandémie. On craint que voilà, cela ne puisse s'aggraver. C'est bon quand même, c'est mieux pour la population de pouvoir être vraiment assez strict, assez concentré, notamment dans le suivi des mesures barrières. Et comme l'enquête révèle que de moins en moins des populations semblent
ne plus vraiment s'attacher à ces choses. Nous sommes intéressés vraiment de savoir le pourquoi. Donc, en tout cas, voir avec IPA s'il est possible de faire une site thématique pour comprendre un peu la perception des populations vis-à-vis de cette pandémie et voir éventuellement leur acceptation, est-ce qu'ils seront prêts vraiment à aussi se faire vacciner pour éradiquer ce mal. Voici un peu en quelques mots ce que je retiens de ces résultats que je trouve assez pertinents et que j'espère pouvoir en tout cas avoir ce soutien de l'IPA quand nous serons en train de mener notre enquête nationale sur l'emploi pour voir comment est-ce qu'éventuellement nous appuyer pour, étoffer nos outils de collecte pour pouvoir, comme c'est une enquête nationale, nous irons dans des ménages éventuellement pour aussi évaluer l'impact du Covid. Vraiment, si IPA ou tout autre partenaire qui nous suit durant ce webinaire pourrait éventuellement nous appuyer au moment pour collecter des informations de terrain pour aussi voir confronter ces résultats avec ceux transmis par IPA en ce jour. Donc, tu vois ce que je pourrais dire succinctement. Je pourrais éventuellement revenir s'il y a des questions qui concernent la DGE relativement aux résultats qui sont donnés. Sinon, en grosso modo, quand même, ça cadre bien avec ce que nous observons de la situation par rapport à des études similaires faites par l'INS ou par d'autres structures au niveau de la Côte d'Ivoire. Ok, je vous remercie déjà pour votre attention. Merci beaucoup, Cyril. Et encore une fois, merci beaucoup à la DGE pour l'appui que vous avez donné dans le développement de ces enquêtes, de réfléchir aux questions qu'il fallait poser, etc., pour s'assurer que ça s'aligne aussi avec vos besoins. Et vraiment, ça a été très intéressant de faire ce travail main dans la main et j'espère qu'on pourra continuer. Bien sûr, bien sûr. Je vais donc passer maintenant la parole à Achille Chibozo qui va s'occuper de présenter les résultats pour le Burkina. Merci. Allô, Arthur? Merci beaucoup. Ouais, tu peux y aller, on t'entend bien. Ok, super. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment. J'aimerais d'entrée de jeu remercier Chana qui est l'un de nos principaux chercheurs et qui est actuellement là sur cette communication avec nous. Elle est parmi les participants à ce appel. Alors, il faut dire que Recover au Burkina a été vraiment une contribution importante de IPA pour mettre vraiment des évidences claires à la disposition de tous, mais notamment des décideurs et également des chercheurs. Et ici, il faut noter que nous avions deux enquêtes qui ont été faites suivant une approche méthodologique digitale random et qui a consisté à utiliser des contacts téléphoniques des trois réseaux mobiles qui interviennent au Burkina Faso. Et les deux enquêtes ont eu lieu avec des intervalles de temps de 5 mois et ça a pu permettre d'échanger avec des participants, tant bien que des hommes et des femmes qui ont au moins 18 ans. Et vous verrez donc que nous avions intervenu avec un ensemble de répondants dont l'âge moyen est autour de 33 ans, avec une taille moyenne des ménages qui est de l'ordre de 7 membres par ménage. Ensuite, il faut noter que dans notre échantillon, nous avons identifié, selon les estimations, à peu près 46% de ménages qui étaient des ménages qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je peux passer sur le slide suivant. Le contexte dans lequel nous avions réalisé ces enquêtes, il faut retenir principalement que la première enquête a eu lieu dans un contexte de forte restriction parce que c'est le début de la pandémie, il y avait les couvre-feux, les interdictions de sortie, fermeture des marchés, des écoles, etc. Et également, le gouvernement essayait de trouver des moyens pour disposer d'un budget d'intervention pour cette première phase. Et c'est dans cette première phase que nous avions fait cette enquête. L'enquête 2 a eu lieu effectivement dans un contexte de reprise légère. Pourquoi je dis légère? Parce que c'est le début d'ouverture des transports inter-régions au niveau local, mais également reprise des vols, même si ce n'est pas encore
disons, le plein vol. Il y a eu une légère reprise. Et nous étions également, tout comme en Côte d'Ivoire, dans une ferveur électorale où il s'agissait de préparer, par exemple, la campagne présidentielle au Burkina Faso. Donc voilà, donc, deux temps forts qui ont caractérisé la période de réalisation de ces enquêtes. Alors, tout comme on a fait en Côte d'Ivoire, nous allons présenter, disons, les résultats de ces deux enquêtes suivant 5 grands domaines. Et le premier volet, c'est la santé et les moyens de prévention, ce que les répondants ont dû utiliser pendant les différentes périodes-là. Et comme vous pouvez le constater ici, c'est le sentiment du risque de contracter la maladie est moins important au round 1 par rapport à la première round. Et parce qu'on a commencé à approprier, disons, les méthodes de protection, etc. Et quand les gens le disent, ils disent que c'est le respect des gestes barrières qui les a procuré, donc, à la grande majorité, le sentiment qu'ils pourront se prémunir contre le risque de contracter, par exemple, la maladie de la COVID au cours de la période sous revue. OK. Donc, vous allez constater également que la perception que les répondants ont du fait que la manière dont les répondants voient que le gouvernement a géré, disons, la communication ou bien la pandémie, on a trouvé qu'effectivement, c'est très approprié et ils ont été encore plus affirmatifs sur ce volet au rang 2, tout simplement parce qu'ils ont eu le temps d'apprécier par rapport à d'autres contextes, ce qui se passe ailleurs, etc. Et cette appréciation, il faut dire que cette appréciation n'est pas significative selon le genre, c'est-à-dire le sexe, ou bien le niveau de pauvreté des répondants, ou encore le milieu de résidence. Que vous soyez donc pauvre, que vous vivez en ville ou en milieu rural, ça n'a pas changé fondamentalement cette perception des répondants qui consiste à dire que le gouvernement, par exemple, au Burkina, a quand même bien géré la situation de la pandémie. Alors, nous avons également essayé de poser quelques questions pour anticiper sur l'approche du vaccin. Et je dois vous rappeler qu'au moment où nous faisions cette collecte, les vaccins n'étaient pas encore quasiment disponibles. Et vous allez donc voir que la plupart des répondants, 69% environ, ont estimé qu'ils prendraient le vaccin. Mais par contre, ceux qui disent qu'ils ne prendraient pas le vaccin créaient par exemple des situations de désinformation ou bien comment on a eu des situations de désinformation, mais aussi du complot, de la théorie de complot, par exemple. Et ils sont méfiants. Mais par contre, quand vous allez voir, il y a au moins un répondant sur deux qui dit qu'ils font plus confiance aux médecins pour obtenir les informations sur les vaccins, ce qui supposerait peut-être que quand on veut vouloir, par exemple, engager le processus de la vaccination au Burkina, est-ce qu'il y aura lieu de faire un choix si on communique à travers, par exemple, des leaders politiques? Est-ce que le fait de faire vacciner les leaders politiques publiquement influence la décision des gens ou pas? Ou bien si on leur fait parler de ce vaccin par le biais, par exemple, des médecins ou bien des hommes de santé? Alors, donc, voilà ce qui concerne le premier volet sur la santé. Nous allons maintenant arriver sur la situation alimentaire, la résilience financière, et qui est notre second point et pendant la pandémie. Et ici, il faut simplement noter que la pénurie sur les marchés pendant la période, la baisse du revenu et la hausse des prix des denrées alimentaires ont été vraiment les éléments clés que les répondants ont mis en avant. Et ils estiment que l'accès à la nourriture au cours du marché, en fonction du fait que le niveau de revenu a également baissé, et aussi compte tenu de leur pouvoir d'achat, cela s'est manifesté par le fait que la plupart, sinon plusieurs des enfants n'ont pas accès à une alimentation saine et équilibrée. Donc, il faut noter que il y a
preuve d'un répondant sur 4 qui ont eu vraiment des baisses de revenus. Mais ce qu'il faut remarquer également, cela a été particulièrement important sur les habitudes de consommation. Et donc, la capacité d'achat des quantités habituelles de nourriture a été affectée par la pénurie sur les marchés, la hausse des prix ou la baisse de revenus des ménages. Et au rang 1, c'est-à-dire au niveau de la première collecte, celle est plus sévère que par exemple à la deuxième collecte. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à la deuxième collecte, il y avait eu un léger reprise parce qu'il y a eu le début des transports, etc. Mais il faut noter que cette situation qui a été observée n'est pas affectée compte tenu du fait qu'on est par exemple en milieu urbain ou pas, ou en milieu rural, ou bien parce qu'on a des enfants qui fréquentent ou bien on a des personnes âgées dans le ménage. Cela n'a pas du tout été affecté par rapport à ça. La situation a été particulièrement plus difficile quand même pour les ménages pauvres parce que même si vous voyez quand on regarde la tendance pour les ménages pauvres, cette tendance est carrément un peu plus prononcée, marquée que par rapport aux autres ménages qui sont les ménages non pauvres. Et là, pour aller un peu plus en profondeur sur ce détail, on a compris que la plupart des enfants qui étaient dans un programme d'alimentation scolaire, comme par exemple des cantines avant qu'il y ait eu la fermeture des écoles, etc., étaient également beaucoup plus importants en milieu rural que dans les milieux urbains, par exemple. Voilà. Donc, du coup, il faut aussi dire qu'ils ont également la pénurie sur le marché a aussi été affectée par d'autres éléments endogènes au Burkina, qui est notamment la sécurité. La situation sécuritaire a aussi constitué un frein, autant donné que la période de récession c'était en maîtrise puis les différentes sorties. Les gens, compte tenu également des risques sécuritaires, ont aussi mis un frein au fait qu'ils doivent aller dans les marchés, etc. Et donc, cela aussi n'a pas facilité l'accès à la nourriture. Et cette situation n'est pas simplement le fait qu'on est en milieu rural ou en milieu urbain. C'est presque partout que quand les mesures de restriction commençaient par être mises en place, etc., les couvre-feux, les gens ont eu beaucoup plus de réserve par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Passons maintenant au niveau éducatif pour comprendre comment que cela n'a pas été aisé dans les ménages la plupart du temps et pour cause, la majorité ont préféré que les enfants reprennent les cours en présentiel parce qu'au niveau primaire, et ceci est beaucoup plus marqué dans les ménages pauvres et chez les répondants en milieu rural. Donc, ça veut dire que les ménages les plus pauvres et également les personnes qui vivent en milieu rural, le fait que les enfants étaient à la maison, ils auraient préféré beaucoup plus qu'il y ait un dispositif pour les enfants aillent au cours parce qu'ils ont préféré le retour rapide des enfants dans la situation de classe. Cette même tendance est également observée pour ce qui concerne l'école secondaire. Donc, que vous preniez les enfants au niveau primaire ou au niveau secondaire, dans les ménages, pendant les différentes enquêtes, dans les contrées, les ménages ont souhaitaient que les enfants reprennent les cours en présentiel. Alors, pendant ce pourquoi, il faut aussi dire qu'en dehors des trucs éducatifs que les enfants font, ce qui les occupait essentiellement dans les ménages pendant la période de crise, c'est beaucoup plus les tâches ménagères qui ont été l'essentiel des activités des écoliers pour ceux qui sont au primaire. Et cela, peu importe que le ménage soit pauvre ou non. Ouais, donc, la plupart du temps, il faut dire que les enfants ont beaucoup plus consacré du temps à des tâches ménagères même que parfois à des tâches
éducative. Cette tendance est beaucoup plus accentuée quand il s'agit, par exemple, des répondants qui vivent en milieu rural. Pour ce qui est de la situation des activités économiques et de l'emploi, il faut dire que la tendance au niveau du taux d'occupation, la semaine ayant précédé l'enquête est similaire tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Mais ce que vous observez sur ces graphiques, c'est vous allez constater aisément que les pauvres ont moins accès à une situation de travail pendant les différentes périodes de la crise qu'est le confinement et autres, et les différents éléments de restriction pendant la période. Donc, il faut dire que les pauvres ont beaucoup plus eu de chocs sur ces volets-là que les non-pauvres. Entre les deux rangs, entre les deux enquêtes, il faut noter que la proportion des répondants ayant travaillé moins d'heures a quand même diminué de 38% par rapport à la première enquête. Évidemment, puisqu'il y a une légère reprise au moment où légère reprise, c'est quand même beaucoup plus les transports inter-régions qui avaient déjà commencé et les gens pouvaient, ceux qui étaient bloqués pouvaient commencer à bouger légèrement. Donc, il faut dire que cela, ça indique une reprise des activités dans certains ménages, même si ce n'est pas des activités totalement complètes. C'est ce qui est traduit la diminution qu'on a observée. Alors, selon le milieu de résidence, il faut dire que lorsqu'on s'intéresse au fait que les répondants puissent, dans des situations d'urgence, mobiliser, par exemple, 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA, on est arrivé à ce chiffre en tenant compte du 20e du revenu national brut par tête dans le pays au moment de la collecte. Du coup, c'était très difficile pour près de 25% des répondants qui ont dit que c'est difficile pour eux de mobiliser ces ressources en un mois. Mais quand même, la grande majorité estime qu'ils peuvent quand même avoir ces ressources. Du compte que nous avons eu une longue tradition avec nos partenaires sur la planification familiale et la santé de la reproduction, nous avions intégré quelques volets de questions sur la planification familiale, étant donné qu'à l'époque, les répondants étaient limités dans leurs déplacements et autres. Et il s'est avéré que pendant les différentes périodes de l'enquête, qu'on a observé que c'est seulement 30% des répondants qui utilisaient une méthode contraceptive et ceux-là, d'autres, ils pensent, ils déclarent qu'ils ont l'intention de l'utiliser à l'avenir, mais ceux qui les utilisaient au moment de l'enquête, c'était que 30%. Alors, qu'est-ce que cela a généré? Peut-être, il faut voir que l'accès au planning familial était difficile pendant la crise et que ça a été très difficile pour 11% des répondants. Et dans 3% des ménages où on a fait l'entretien, il faut observer également qu'on a noté des grossesses pour des filles de moins de 18 ans pendant cette période. Donc, voilà un peu quelques faits stylisés des deux enquêtes que nous avions présentées lors de cette session. Et nous espérons recevoir vos commentaires et autres. Et parfois, s'il y a des structures, des décideurs publics qui souhaiteraient plus de détails, il n'est pas exclu qu'on leur fasse des présentations spécifiques. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Achille, d'avoir présenté les résultats. Peut-être juste avant que je rentre dans les implications politiques, juste pour rappeler à ceux qui l'auraient peut-être pas entendu au début, il y a une possibilité de poser des questions en allant en bas de la fenêtre. Il y a un bouton Q&A. Donc, si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de poser des questions et on viendra y répondre dans quelques minutes. Avant de donner la parole à Claire, je voulais juste vous présenter quatre implications politiques de nos enquêtes qui ne sont pas spécifiques au Burkina et à la Côte d'Ivoire, je voulais le signaler, mais qui sont
qui sont des résultats un peu qu'on a trouvés à travers toutes les données qu'on a récoltées dans Recover, mais aussi à travers des données qu'on a pu obtenir par d'autres enquêtes qui ont été faites. Donc peut-être juste vous donner quatre idées qui peuvent servir peut-être dans mon programme. Un, c'est le mobile money. Donc on a vu qu'il y a des recherches qui montrent que utiliser le mobile money, ça a déjà permis de réduire les taux de pauvreté et aussi de renforcer les capacités d'action des femmes, notamment dans des circonstances ordinaires. Et donc, par conséquent, quand on pense au fait que des distanciations sociales et des mesures barrières qu'on doit mettre en place dans ce type de pandémie, eh bien, le mobile money peut être aussi une solution à envisager. Les transferts d'argent, notamment en espèces, délivrance et ciblage, c'est-à-dire comment les délivrer, qui cibler. Voilà, il y a des possibilités de considérer le big data, par exemple, pour identifier les bénéficiaires. Un ciblage aussi qui peut être sûr pour la pandémie, ça peut être mieux réalisé par l'auto-inscription, du ciblage géographique ou alors l'utilisation de données administratives existantes. Donc voilà, ce sont aussi des choses à prendre en compte. Les programmes de rationnement alimentaire qui sont destinés aux familles avec de jeunes enfants notamment, ou le rétablissement des programmes d'alimentation scolaire. On a vu notamment quelques données sur les cantines. Ça pourrait aussi contribuer à atténuer les effets négatifs potentiels. Et enfin, et ça c'est pareil, on en a déjà parlé un peu, c'est l'acceptation de la vaccination. On voit qu'il y a des intentions qui sont élevées, mais il y a vraiment une question autour de la communication et qui doit se concentrer sur le changement de comportement. Voilà, on a vu les données notamment de confiance que seulement un tiers des participants ou la moitié des participants selon le pays font confiance au système de santé. En Côte d'Ivoire, il y avait un taux très très faible aussi en termes de confiance au gouvernement. Ce sont des questions qu'il faudrait potentiellement aller essayer d'adresser. Voilà, je vais donc passer la parole à Claire Zanusso de l'AFD, qui va pouvoir elle aussi nous donner un peu ses commentaires et ses impressions sur les résultats de ces enquêtes. Merci. Merci beaucoup Arthur, merci à tous pour vos présentations très intéressantes. Quelques réactions sur ces résultats très riches. Donc déjà, il est clair que par rapport à la première vague d'enquête, on voit que l'impact quand même s'est amoindri dans les résultats du deuxième, l'impact du Covid. Donc c'était ce qui est intéressant à voir avec ces enquêtes rapides, c'est que ça permet d'avoir une vision fine de l'évolution rapide de la situation sur le terrain, ce qui en général pour une institution comme l'AFD qui vise à appuyer des interventions est nécessaire, mais on en manque. On manque régulièrement de données qui donnent une vision fiable de la situation de terrain. Donc, et une vision fiable et qui ne correspond pas à des idées reçues, mais à réellement la situation qui se passe. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que quand la pandémie est arrivée, on prédisait le pire pour le Burkina, pour la Côte d'Ivoire, et pas que, pour d'autres pays du Sahel et d'ailleurs sur le continent africain. Et en fait, on s'est aperçu, et les résultats le montrent, que le pire n'est jamais certain et qu'il faut vraiment se baser sur un diagnostic de la situation et de ses priorités pour réussir à prioriser la réponse et une réponse adaptée aux besoins qui émanent du terrain. Donc ça, c'est pour nous le premier intérêt pour ces données qui sont arrivées rapidement, c'est de disposer d'un diagnostic rapide. La deuxième chose pour laquelle je voudrais saluer les collègues d'IPA dans leur démarche, c'est qu'on le sait, pendant cette période de Covid, il y a eu énormément de collecte de données à distance. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont visé le Covid. Mais dans la démarche, IPA a essayé d'être très inclusif et de tenir au courant dès le début du démarrage, et je peux en témoigner en tant qu'AFD,
On a été au courant de la méthodologie, on nous a partagé le questionnaire, et comme l'a souligné aussi la DGE pour la Côte d'Ivoire, ça a permis de donner des réponses, signaler des intérêts particuliers. Et donc, cette démarche coordonnée dans une période de crise est très importante pour éviter l'éparpillement de la ressource et avoir une réponse la plus coordonnée possible entre les différentes parties prenantes et toujours au service des besoins prioritaires au niveau local. Donc ça, au-delà des résultats présentés aujourd'hui, je voulais signaler l'intérêt pour cette démarche coordonnée qui permet une mutualisation des ressources financières, certes, mais aussi humaines. On pense à tous les chercheurs et à tous les experts qui ont mobilisé leur temps pour la bonne collecte et surtout l'analyse de ces données. Et j'ai bien entendu aussi l'appel en Côte d'Ivoire pour des analyses complémentaires par la suite grâce à ces données, mais aussi pour les autres données qui seront collectées de manière pérenne, parce que c'est mon deuxième point sur cet aspect besoin de données pour orienter les interventions, c'est de dire que certes, ces données Recover et leurs résultats sont très intéressants. Néanmoins, on est sur de la collecte rapide. On en connaît tous les limites d'un échantillon restreint. Et donc, ça ne remplace pas l'appui au renforcement de capacité du système statistique des pays et du besoin de données représentatives, que ce soit sur la santé, mais je pense particulièrement à l'emploi, la formation professionnelle. Donc voilà, ces données rapides donnent un éclairage, des éléments intéressants à un moment donné dans une situation particulière, mais afin de poursuivre la bonne mise en œuvre des politiques publiques, il est important qu'elles viennent continuer et nourrir les collectes de données pérennes qui vont avoir lieu et dans lesquelles on peut continuer à creuser l'impact du Covid socio-économique. Donc ça, c'est le deuxième point plus prospectif. Ensuite, en réponse, parce que Arthur, c'était ce sur quoi tu m'invitais à réagir en termes d'intervention. Évidemment, on le voit, il y a eu un impact santé, mais il y a un impact plus lourd qui a été sur socio-économique. Et donc, c'est ce sur quoi avait été sensible l'AFD, de ne pas orienter toute sa réponse uniquement sur la santé, mais aussi d'avoir une réponse coordonnée sur les aspects protection sociale et informelle. Et peut-être pour prendre un exemple que tu soulignais dans tes points d'action final, c'est celui sur la protection sociale, de transfert monétaire. Et j'imagine que c'est ce que tu évoquais en termes d'études. Le programme donc, Novici au Togo, qui, en se basant sur à la fois des données administratives, mais aussi des données téléphoniques et un changement dans le paradigme du ciblage, en se basant sur le fait que les bénéficiaires s'auto-identifient. Ça, c'est une piste intéressante qu'on aurait pour demain d'intervention rapide en situation de crise et pour lequel à la fois il est intéressant d'avoir des retours sur comment ça s'est passé dans le cas du Togo et comment ça pourrait être pertinent pour d'autres pays qui pourraient, d'Afrique francophone ou d'ailleurs, en période de crise. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce genre d'intervention qui paraît, de par les résultats là au Burkina Faso notamment, qui pourrait être intéressant. Et peut-être un dernier point par rapport à ça, c'est aussi ce qui va se passer, on le voit par rapport aux questions des vaccins. On voit qu'il y a des campagnes de sensibilisation à faire, mais pour rester sur l'aspect données et recherche au service des interventions, là encore, il va y avoir des questions de priorité des zones
de zones géographiques pour les campagnes de vaccination, ou priorité d'endroits à sensibiliser davantage parce qu'il pourrait y avoir des poches où les populations sont plus résistantes que d'autres à se faire vacciner. Là encore, l'AFD soutient des initiatives de coordination entre partenaires techniques et financiers pour la disponibilité de données socio-économiques, mais aussi satellitaires et géographiques qui pourraient faciliter le ciblage et la priorisation de ces futures interventions sur les vaccins. Voilà, Arthur, pour quelques commentaires à chaud sur les résultats que vous avez présentés. Merci beaucoup, Claire. Un grand merci à toi. On va donc pouvoir passer aux questions-réponses. Donc voilà, je vous invite à inscrire des questions. Il y a une question ici de M. Ouedraogo sur le niveau d'implication des différents ministères au Burkina. Donc je vais me permettre d'y répondre directement. On a eu tout à fait, alors comme en Côte d'Ivoire, on a eu des implications surtout au niveau du développement des questionnaires auprès de ministères, mais pas que, d'ailleurs, je dois le dire. Hein, on a aussi partagé ceci avec des ONG, avec alors comme Claire l'a dit, avec l'AFD, le BIT, par exemple aussi, des personnes de la Banque mondiale au niveau de la protection sociale, par exemple. Au Burkina, au niveau des ministères, on a partagé avec donc la Direction générale de l'insertion professionnelle et de l'emploi. Voilà, dans les deux pays, on avait un désir aussi assez fort d'avoir les équipes emploi et les départements emploi très impliqués. On a aussi partagé le questionnaire en amont des enquêtes avec certaines personnes du ministère de la Santé, avec certaines personnes du ministère alors du commerce. Alors, je ne dis peut-être pas exactement les bons termes pour le nom des ministères, mais voilà, du commerce aussi a été impliqué. Protection sociale aussi a été impliquée. Donc, ces personnes ont pu, et la plupart ont d'ailleurs, commenter le questionnaire, proposer des ajouts, proposer des modifications sur certaines choses. Il faut bien voir que ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment un fragment des résultats. C'est ce qui nous paraissait le plus intéressant de vous présenter voilà, dans le temps imparti. Il y a énormément plus de questions qui ont été posées que ça. Il y a beaucoup plus de résultats. Vous pourrez les trouver sur notre site internet directement et de toute façon, vous recevrez un email dans les prochains jours avec les différents liens. Mais voilà, vous pourrez aussi voir toutes les données et d'ailleurs pas seulement pour le Burkina, la Côte d'Ivoire, mais aussi pour tous les autres pays. Toutes les données sont complètement en accès libre, je tenais à le dire. Donc voilà, comme Claire l'a dit, oui, on a impliqué pas mal de monde et ça a été vraiment une expérience intéressante aussi de notre point de vue pour s'assurer que tout le monde soit impliqué et que les questionnaires puissent répondre au maximum aux besoins de chacun. Voilà, je ne vois plus d'autres questions et puis je vois surtout qu'il est 16h59 ici au Burkina en tout cas. Je vais donc tous vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions sur ces données, mais aussi sur notre travail, sur des potentielles synergies qui pourraient venir dans le futur. Nous sommes disponibles, on peut être contacté, donc comme c'est inscrit ici, directement à contact@poverty-action.org. Dans le mail de suivi, on vous mettra aussi directement les contacts des personnes travaillant en Afrique de l'Ouest francophone. Donc voilà, Andreas qui a participé tout à l'heure et moi-même. Voilà, je regarde juste, j'attends 30 secondes s'il y a d'autres questions, mais je n'en vois pas. Si vous avez des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. On sera très heureux d'y répondre. Et je tiens encore une dernière fois à remercier aussi les panélistes, les participants qui sont venus, tout le monde d'avoir été là. Et j'espère qu'on pourra se reconnecter ensemble dans le futur pour continuer ce travail ensemble. Un grand merci à tous. Au revoir.